Aujourd'hui au Club Photo en ligne, on reçoit Hervé Cafournet qui va nous parler de la retouche de portrait en noir et blanc avec Photoshop. Dans cette vidéo, nous allons voir la préparation de la prise de vue et le Dodge and Burn. Et dans la prochaine vidéo, Hervé nous parlera du traitement en noir et blanc proprement dit. Donc abonne-toi pour ne pas rater la suite. Le Club Photo en ligne, ce sont des cours en ligne et des coachings en visioconférence donc chaque semaine, mais c'est aussi des rencontres avec des auteurs et des professionnels de la photo qui viennent échanger avec nous, en l'occurrence Hervé, qui est photographe, il est auteur d'ouvrages de retouches avec Photoshop et il est rédacteur pour de nombreux magazines, dont le magazine Compétences Photo, et c'est aussi un spécialiste en bricolage photographique en tout genre. Alors avec Hervé, on s'est rencontrés au Salon de la Photo, où il anime des conférences avec beaucoup d'animation, et c'est avec grand plaisir que nous le recevons ce soir au Club Photo. Bonjour Hervé. Bonjour et merci beaucoup pour cet accueil. Claudie Hervé, on lui fait un bel accueil. Merci beaucoup. Merci bien. Merci Hervé. Alors, tu vas nous parler de retouche de portrait avec Photoshop ce soir. Donc là, on est sur Bridge, si j'ai bien compris. Exactement. En fait, on est sur Bridge à propos de retouche photo noir et blanc. Mais avant de parler purement retouche, j'aimerais juste prendre quand même quelques temps pour parler prise de vue. Car en fait, pour moi, ce fameux travail de retouche, il commence déjà dès la création du projet, en fait. C'est d'entrer tout de suite que je sais comment je vais créer mon image, qu'est-ce que je vais faire, pourquoi je vais le faire et pourquoi je vais le faire comme ça. Et aussi, parfois, je vais prendre des décisions qui vont peut-être me coûter un peu plus à la prise de vue, mais qui, au bout du compte, me feront gagner un temps dingue à la retouche, justement. Car en fait, pour tout vous dire, même si ça fait maintenant un peu plus d'une dizaine d'années que j'ai écrit en effet des ouvrages sous Photoshop, et la raison pour laquelle je me suis orienté au début de ma carrière de photographe vers Photoshop, c'est qu'au début, j'avais très peu de moyens. Donc, du coup, Photoshop me permettait de rattraper tout ce que je ne pouvais pas faire à la prise de vue. Sauf que plus ça va, plus, plus l'expérience avance, plus en effet j'ai acquis du matériel, j'ai acquis des modeleurs de lumière, plus j'ai appris à travailler ma photographie. Et aujourd'hui, je dois dire que je fais, allez, on va dire 90% du travail est fait à la prise de vue et seulement 10% du travail est fait à la retouche. Et maintenant, je dirais que même si j'écris en effet, et j'écris encore d'ailleurs des ouvrages ou des tutoriels sur Photoshop, je ne vous cache pas que je déteste ça. Ça me fatigue, Photoshop. Mais ça me fatigue à un point que vous n'imaginez même pas. Pourquoi? Parce qu'en tant que professionnel, quand je fais du Photoshop, je ne suis pas payé. Le client ne le voit pas. Hein. Donc, plus court est le Photoshop, mieux je me porte. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais bâcler mes images. Hein. Non, non, pas du tout. Au contraire, je vais quand même prendre le temps de les traiter avec soin. Mais je dirais que comme le gros du travail est fait à la prise de vue, ça fait que la partie Photoshop se réduit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Alors, que vous dire aujourd'hui en matière de retouche avec Photoshop? Eh bien, en fait, on va partir simplement avec une première image, en effet, suite à un dossier qui a été publié d'ailleurs justement dans le dernier numéro du magazine Compétences Photo. Donc, si certains d'entre vous l'ont, ils pourront en effet reconnaître certaines images. Notamment, je vais commencer par justement cette photo de Camille. Et en fait, au départ, avant d'écrire un dossier ou quoi que ce soit, je me renseigne, ou en tout cas, je m'inspire d'autres travaux de photographes. Et dès que je sens quelque chose qui me parle un petit peu, je ne cherche pas obligatoirement à le reproduire, mais je cherche aussi à transformer ça et en faire quelque chose qui n'appartient qu'à moi. Et donc, avant toute chose, sur cette photo-là, qui devait être de toutes les façons à la fin une image en noir et blanc, je devais surtout travailler l'image en couleur déjà. Pourquoi? Parce qu'en fait, évidemment, je ne photographie pas en noir et blanc directement. Je photographie toujours au format RAW et en couleur. Et je fais après la conversion en noir et blanc sous Photoshop. Donc, ça implique pour moi de choisir aussi un certain nombre de couleurs qui ne vont pas venir perturber ma conversion en noir et blanc. Par exemple, sur cette photo de Camille, par exemple, je vais vous la montrer en couleur.
En fait, vous allez voir l'image, je dirais le making-of, ou comme diraient nos amis les Anglais, the behind the scenes. Voici la behind the scenes. Et en fait, en gros, rapidement quand même, pour parler prise de vue, je voulais évidemment qu'elle soit donc allongée. Mais quand on travaille avec un modèle, okay, l'idée, c'est précisément d'éviter le plus possible de faire souffrir le modèle. Mais s'il y a une technique que vraiment, je vous conjure de l'apprendre et de la maîtriser, parce que c'est un couteau suisse extraordinaire, c'est le Dodge and Burn. Qui a entendu parler du Dodge and Burn? Non, pas du tout. Personne? D'accord. Alors, je vais vous montrer à quel point c'est un outil d'une puissance phénoménale. Je vous dis une bonne chose, hein. Le Dodge and Burn, c'est l'étoile de la mort de Star Wars en photographie, quoi. C'est aussi patate que ça. Avec ça, vous pouvez faire énormément de choses. En gros, comment ça fonctionne? Vous prenez un calque gris, d'accord? Exprès, ben justement, je vais vous le faire là pour que vous puissiez le voir. En gros, je vais créer un calque. Disons, on va faire un calque. Nouveau calque. Vous voyez ici, là? Au niveau du mode de fusion du calque, là, vous allez choisir le mode lumière tamisée. Et ensuite, vous allez cocher cette petite case-là, couleur neutre pour le mode lumière tamisée. Vous voyez, entre parenthèses, c'est marqué 50% de gris. Ça va vous créer un calque gris. Pouf, comme ça, vous voyez, ici, il est juste là, tout gris. Évidemment, rien n'a changé. Rien n'a changé. Pourquoi? Parce qu'il est dans ce mode lumière tamisée. Et dans tous les modes de fusion de Photoshop que vous voyez là, tous ces modes-là, c'est-à-dire dans la quatrième section, enfin, on va dire, disons, les 3-4 premiers de la quatrième section, d'accord? Ce sont des modes qui fonctionnent avec justement un calque gris. Et une fois que j'ai choisi le mode lumière tamisée, ça me permet de faire quoi? Je vais dessiner sur ce calque avec un pinceau noir ou blanc d'une très faible opacité, hein, entre 1 et 3%. Et quand je vais peindre avec mon petit pinceau, eh bien, les pixels qui sont en dessous, je vais les éclaircir si je vais peindre avec du blanc et je vais les obscurcir si je vais peindre avec du noir. Et rien qu'avec ça, vous pouvez pratiquement tout traiter sur une image, sauf, on va dire, si vous devez vraiment remplacer les pixels d'une zone. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, principalement, la lumière sur la peau, c'est fait de quoi? C'est fait de pixels clairs et de pixels foncés, point barre. Eh bien, avec cet outil-là, vous allez pouvoir redessiner sur votre sujet pour pouvoir justement traiter aussi bien les volumes que les aspérités de la peau, que certaines rides que vous voulez estomper, que certains cheveux que vous voulez éclaircir. Enfin bref, vous pouvez tout faire avec cet outil-là. Maintenant, évidemment, si vous voulez pousser le travail très loin, ça va vous demander beaucoup de temps. Mais si vous êtes rapide et efficace, avec ça, vous irez vraiment très vite. Petite démonstration. Bon, ici, par exemple, bon, exprès, je vais justement fermer le calque que je viens de créer pour reprendre mon Dodge and Burn qui, lui, est déjà là. Et je vais l'allumer et l'éteindre pour vous montrer. Regardez, par exemple, ce qui se passe au niveau du nez. Vous voyez ce qui se passe au niveau du nez? On va zoomer davantage, ne bougez pas. Et hop là, ici au niveau du pif. Non, pas celui-là, enfin, c'est celui-là, enfin, mais eux. Vous voyez ce que ça fait? Eh bien, avec ce calque-là, exprès, donc là, maintenant, je vais donc le sélectionner en cliquant sur la vignette. Ok, assurez-vous bien avec Photoshop que lorsque vous sélectionnez un calque, si vous cliquez sur l'œil ici, là, vous ne l'avez pas sélectionné. Hein. Vous l'avez allumé ou éteint. Pour être sûr qu'il est sélectionné, assurez-vous bien d'avoir les 4 crochets qui sont là. D'accord? Pareil aussi. Et c'est pareil aussi pour les masques de fusion. Hein. Vous voyez, par exemple, sur ce calque-là, par exemple, hop là, on va y arriver, sur mon calque noir et blanc, ici, j'ai cliqué sur le calque, ici, j'ai cliqué sur une masque de fusion. D'accord? Donc, surtout, faites très attention à ça. On va éteindre le noir et blanc qu'on regardera tout à l'heure. Revenons à notre ami le Dodge and Burn. Donc, comme je vous ai montré, vous voyez un petit peu à quel point ça a changé
à quel point ça a commencé à changer les pixels. Donc, je vais prendre un pinceau. Le pinceau, il est là. Mais en fait, autant vous dire que, bon, là, je vous le montre dans le panneau outils. Mais s'il y a une chose que je vous invite vraiment à apprendre par cœur, c'est les raccourcis clavier. Si vous ne connaissez pas vos raccourcis clavier, vous allez perdre 40% de temps. Je m'amuse de temps en temps à faire de l'expérience quand j'ai des stagiaires d'école de photo qui font tout à la souris. Alors, avec la souris dans la main droite et la main gauche planquée entre les jambes pour se tenir les doigts au chaud. Et ben, en général, quand on fait le même travail, alors j'ai forcément l'habitude, hein, mais le temps, il est de 1 à 10. Donc, en général, ce que je leur dis au bout d'une heure de boulot, je dis, bah voilà, ce que moi j'ai fait au bout d'une heure, toi, tu auras fini demain matin en milieu de matinée. Exactement. Non, mais franchement, pour ça, les raccourcis clavier, c'est un truc. Si vous voulez aller, enfin, si vous voulez vraiment éviter de perdre du temps sur Photoshop, apprenez par cœur les raccourcis clavier de Photoshop. Alors maintenant, l'idée, c'est pas de le faire comme une table de conjugaison qu'on va regarder juste avant d'aller au lit. Hein. Non, non, mais en fait, faites-vous des post-it, fixez-les autour de votre écran, comme ça, vous les aurez constamment sous les yeux. Et lorsque vous allez dans les menus, par exemple, que ce soit dans les menus ou même dans le panneau outils, vous voyez ici, là, pinceau, c'est marqué B. Pomme C, pomme V, pomme Q. Pardon? Pomme C, pomme V, pomme Q. Copier-coller et hop, c'est fini, quoi. Q, c'est quitté. Oui, voilà, oui, c'est ça. Bon, moi qui suis un homme de Windows, je dirais CTRL-C, CTRL-V. Voilà, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-Q. Oui, d'accord. Et donc, en fait, maintenant, regardez. Donc, je vais prendre notre ami le pinceau. Vous voyez dans le pinceau ici, là, ça s'appelle la barre d'options. Et dans cette barre d'options, vous avez un certain nombre de paramètres. Ici, la case opacité, elle est très importante. Je vais la descendre à 3%. D'accord? Plus je la descends bas, plus le résultat que je vais faire sera subtil. Plus je mets une valeur élevée, plus le résultat va se voir comme le nœud au milieu du visage. Démonstration. Exprès, je vais vous le mettre, disons, à 15. Ce que je ne fais jamais. D'accord? Regardez, ici, par exemple, vous voyez au bas du panneau outils, là, vous voyez en effet un petit carré noir, un petit carré blanc, une petite flèche avec encore un petit bitonio noir et blanc là. D'accord? Ça sont les couleurs d'avant et d'arrière-plan. D'accord? Les couleurs, en fait, en général, quand vous prenez le pinceau, quand vous passez un coup de pinceau, il passe un coup de pinceau avec la couleur d'avant-plan, celle qui est là. Et la couleur d'arrière-plan, c'est elle qui est derrière. Pour inverser ces deux couleurs-là, ou vous cliquez sur la petite flèche qui est là, ou vous tapez X. Vous voyez, avec X, ça change constamment. Donc, je vais prendre le blanc, et maintenant, je vais donner un petit coup de blanc ici sur la narine. Les traits, ils se voient. Hein. Vous voyez comment j'ai éclairci la narine vite fait? Bon, alors, évidemment, là, ça se voit comme le nœud au milieu du visage parce que j'ai mis une opacité à 15. Parce que c'est un nez aussi. Déjà, mais bon, maintenant, je vais faire un petit CTRL-Z pour annuler cette histoire. Je vais reprendre une opacité à 3%. Et maintenant, je vais passer quelques petits... Oh, allez là. Barre d'espace, cliquez pour pouvoir déplacer l'objet dans la fenêtre de travail. Et maintenant, je vais passer quelques petits coups. Alors souvent, on me dit, ouais, mais monsieur, vous êtes gentil, mais on ne voit rien. En fait, au début, on ne voit rien. Moi qui ai l'œil, maintenant, je suis assez habitué. Mais une fois que j'ai donné quelques petits coups comme ça sur cette narine, ça me permet maintenant de vous dire fièrement, tiret. Regardez ce qui se passe maintenant quand j'éteins et je rallume la calque. Vous voyez l'effet sur la narine? Ça, c'est le Dodge and Burn. C'est un outil d'une puissance extraordinaire, car ça vous permettra de pouvoir traiter aussi bien une texture malvenue que vous voulez adoucir. Ça vous permettra éventuellement de traiter les ombres et les lumières sur une photo. Ça vous permettra aussi de jouer sur le contraste local. Ça vous permettra aussi de pouvoir atténuer une ride. Ça vous permettra de faire énormément de choses puisque vous jouez simplement sur la luminosité des pixels. Et une photo, c'est quoi? C'est plein de pixels lumineux. Donc, avec cet outil-là,
vous pouvez pratiquement tout faire. Sauf qu'il y a quand même des limites. En ce sens que si vous prenez une zone très sombre, comme ici par exemple, on va y arriver, l'intérieur de la narine que vous voyez là, si par exemple, bon, extrait plutôt de donner des 24 000 coups de pinceau, là par exemple, je vais monter l'opacité à 20. D'accord? Ici par exemple, si je donne un gros coup de pinceau ici, vous voyez que je vais l'éclaircir. Mais si je redonne encore un coup de pinceau ici, ah bah, c'est fou, mais je voulais vous montrer à quel point ça ne marche pas. Mais là, ça marche bien. Mais ce qui arrive parfois, c'est que lorsque certains pixels sont très foncés, bon, le truc, c'est qu'en effet, c'est resté foncé, mais c'est resté assez rouge, qui fait que l'éclaircir l'a toujours quand même rendu rose. Mais si je prends par exemple une zone où j'ai un marron très foncé, eh bien parfois, ce marron très foncé, si je l'éclaircis trop, il peut devenir tout gris. Et quand ça devient gris, eh bien forcément, on voit la supercherie. Par exemple, ici, on va essayer à l'intérieur de l'oreille, comme ça, pour rigoler. Ça fait une tache colorée. Ouais. C'est ça, exactement. Ça fait une tache colorée parce que justement, on a choisi des pixels qui sont beaucoup trop denses pour être traités avec le Dodge and Burn. D'accord? Donc, c'est bien pour contrôler, on va dire, des écarts raisonnables, mais dès que vous avez de très, très gros écarts, vous pourrez, avec cette technique-là, évidemment, aller chercher un peu dans les ombres, enfin, dans les ombres très denses. Okay, on va passer de très, très dense à très dense, mais on ne pourra pas passer de très, très dense à clair ou à gris moyen. En gros, ça joue un peu le rôle de... Enfin, c'est un peu comme un coupe flux et un réflecteur. Ça va adoucir ou densifier les ombres, mais ça ne les refait pas complètement, quoi. Exactement, ça ne les refait pas, mais surtout, en fait, vous pouvez utiliser un très gros pinceau et gérer toute une zone, comme vous pouvez prendre un tout petit pinceau et gérer, par exemple, la texture de la peau. C'est extrêmement puissant comme outil. Attendez, bougez pas. Pour vous montrer justement la patate de cet outil, je vais aller chercher une autre photo. Au niveau du Dodge and Burn, regardez ce qui se passe. Exprès, je vous le remets bien grand pour que vous puissiez vraiment comprendre la patate que c'est que cet outil. Vous voyez? Tout ça, rien qu'avec un seul calque et la technique du Dodge and Burn. Je vous le dis, c'est un truc extraordinaire. Si vous savez manipuler ce truc-là, vous pouvez tout faire. Maintenant, ce qui m'importe aussi dans ce genre de choses, c'est évidemment de ne pas aller trop loin. Et aller trop loin pour moi, c'est dénaturer le sujet. Et je veux surtout que ceux qui connaissent la personne lui disent « Waouh, mais tu avais super bonne mine !» Si en revanche, ses proches lui disent « Ah, mais alors, c'est vraiment de super retouches !» c'est que j'ai loupé quelque chose dans mon histoire. Pareil pour le maquillage. Exactement. D'ailleurs, c'est elle-même qui s'est maquillée et je lui ai dit surtout, tu ne m'en mets pas trop, d'accord? Tu mets juste de la poudre pour pouvoir limiter les brillances, d'accord? Une poudre à ton teint, à ta peau. Maintenant, bon, en ce qui concerne le rouge à lèvres, ça, je te laisse faire, d'accord? Mais si tu as un petit peu de gloss pour faire légèrement briller les lèvres, fais briller les lèvres. Et en tout cas, je dirais, le seul petit plaisir qu'elle s'est fait, c'est que justement, elle installait des fossiles. Mais je dirais que les fossiles vont pile poil avec le côté ambiance, années 30, etc. etc. D'accord? Le gros problème que j'ai eu lors du traitement de ce fichier-là, c'est ce gant-là qui est doré. Et lui, il a totalement éclaté la lumière venant de ma boîte à lumière. Donc, du coup, tout ça, c'était cramé. Mais comme lorsque je fais une prise de vue, surtout en studio, je contrôle parfaitement mon exposition. Ça veut dire que je shoote avec un flashmètre, d'accord, et je contrôle systématiquement l'exposition sur l'histogramme. Ce qui fait que, bon, déjà, je shoote exclusivement au format RAW, à part, en effet, quand je fais de l'événementiel, où, en effet, je peux shooter en JPEG, mais si je shoot en JPEG, je suis encore plus vigilant qu'en RAW. Pourquoi? Parce que je sais que avec le RAW, j'ai une petite marge de manœuvre, mais dans les hautes lumières, on est relativement limité. Mais je dois dire qu'avec les boîtiers, non pas de dernière génération, hein, puisqu'en fait, mon boîtier, c'est un Canon 5D Mark IV. Donc aujourd'hui, c'est un boîtier qui doit avoir 5 ou 6 ans maintenant. Eh bien, déjà, on va dire, dès
Dès le 5D Mark III, déjà, on va dire, donc depuis environ une dizaine d'années, on peut aller piocher dans les hautes lumières, même si on n'a pas trop de marge de manœuvre. Mais avec le 5D4, on peut vraiment piocher. Mais malgré tout, je fais très attention à ça. Pourquoi? Et ça qui m'a permis de pouvoir récupérer toute la couleur que j'ai ici. Mais vous voyez bien, ne serait-ce que sur cette image en couleur, qu'on voit bien la démarcation entre le côté brillant de la main et le reste côté doré qui est là. Okay, ça se voit quand même bien comme le nœud au milieu du visage, cette histoire. Mais toutefois, je m'en fiche parce que l'image est prévue pour fonctionner en noir et blanc. Moi, ce que je veux, c'est récupérer de la matière. Et une fois que j'ai récupéré ma matière, j'ai plus qu'à faire mon noir et blanc. Merci à Hervé d'avoir échangé avec nous et répondu à toutes nos questions au club. Dans la prochaine vidéo, Hervé nous parlera du traitement noir et blanc proprement dit, donc abonne-toi pour ne pas rater la suite. L'intégralité de cet entretien est d'ores et déjà disponible sur mon site avec l'abonnement au club photo en ligne, donc n'hésite pas à rejoindre le club pour participer au coaching en ligne chaque semaine et échanger avec les invités. Je t'ajoute un lien en commentaire pour suivre tous mes cours en ligne gratuitement pendant une semaine, donc par ici et aussi par là, et tu peux retrouver tous les conseils d'Hervé dans le dernier numéro du magazine Compétences photo que je te recommande vivement. Là encore, je t'indique un lien en description de la vidéo. Merci à Hervé, on va continuer tranquillement à échanger donc avec les membres du club. D'ici là, bonne semaine et bonne photo.